Alors, le squelette du membre thoracique, il est beaucoup plus léger et il est beaucoup moins massif que le squelette du membre pelvien. Donc, on va voir de quoi il est composé. On a d'abord le squelette du membre thoracique. Il est relié au squelette axial, donc c'est-à-dire le buste, par la ceinture scapulaire qui est composée de deux os. Donc, il y a d'abord la scapula et il y a la clavicule. Donc, c'est le numéro 1 et le numéro 2 sur le schéma. Ensuite, on a le squelette du bras qui est composé d'un seul os qui est l'humérus. Le squelette de l'avant-bras qui est composé de deux os, le radius et l'ulna, donc le numéro 5 et le numéro 4. Et le squelette de la main qui est composé du carpe, du métacarpe et des phalanges. Donc, il faut faire bien attention entre le squelette du bras et de l'avant-bras parce qu'il y a souvent des pièges entre les différents os. Donc, ensuite, on a la clavicule. La clavicule, c'est un os qui est bilatéral. Il est allongé. Là, il faut aussi faire bien attention entre os long et os allongé parce que en QCM, ça tombe souvent et c'est déjà tombé en anal. Donc, c'est un piège un peu nul et on tombe facilement dans le piège. La clavicule, elle est située à la partie antéro-supérieure du squelette thoracique. Donc, essayez de vous palper et vous verrez qu'elle est bien à la partie antéro-supérieure. Elle est sous-cutanée, donc voilà, on peut la palper et sa fracture est donc très fréquente parce qu'elle est directement exposée, enfin, on tombe dessus, quoi. Et elle est tendue entre le manubrium sternal en dedans et la scapula en arrière. Elle est dirigée obliquement en haut, en dehors et en arrière. Donc là, encore une fois, si vous vous palpez, enfin, vous sentez qu'elle se dirige vers le haut, vers le dehors et vers l'arrière. Et sa forme, elle est contournée en S italique avec une courbure médiale convexe et une courbure latérale concave. Donc ça, c'était mon moyen mémotechnique pour me souvenir de son orientation. Donc la clavicule, elle présente un corps et elle présente deux extrémités. Son corps, il présente deux faces, supérieure et inférieure, deux bords, antérieur et postérieur. Il est plus arrondi en dedans et il est plus aplati de haut en bas et en dehors. Ensuite, elle a deux extrémités. Elle a une extrémité sternale, donc qui s'articule avec le manubrium sternal, donc qui était en dedans. Cette extrémité, elle est volumineuse et elle s'articule du coup avec l'incisure claviculaire du manubrium sternal et la face supérieure du premier cartilage costal. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en dedans. Et son extrémité acromiale, donc en arrière, qui est aplatie de haut en bas et qui s'articule avec l'acromion. Donc c'est une partie de l'humérus qu'on verra plus tard. Donc là, on va reprendre le corps et on va l'expliquer un peu plus en détail. Donc, sa face supérieure, elle est lisse dans presque toute son étendue. Ça, faut faire aussi attention parce que le piège tombe souvent dans toute son étendue. Donc, c'est faux parce que c'est presque toute son étendue. Il y a la face inférieure qui présente la gouttière du muscle subclavier. Cette gouttière, elle est en rapport avec l'artère subclavière, la veine subclavière et le plexus brachial. À l'extrémité latérale de cette face, on a en avant la ligne trapézoïde et en arrière le tubercule conoïde. Et ensuite, donc, il y a les bords antérieurs et postérieurs qui sont épais. Donc, on va passer à la scapula. Donc, c'est encore un os bilatéral qui est mince. Cette fois-ci, il est triangulaire et il est plat et pas allongé comme tout à l'heure. Et il est situé à la partie postéro-supérieure du squelette thoracique, alors que la clavicule, on rappelle, qui était située à la partie antéro-supérieure. La scapula, elle s'étend de la 2e à la 8e côte. Cette fois-ci, les fractures, elles sont rares parce que c'est un os qui est protégé par des muscles. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez compliqué de se la fracturer cette fois-ci.
Et la scapula est dirigée dans un plan oblique en avant et en dehors. Donc les orientations, elles sont très importantes. Elles tombent très souvent QCM, donc je vous invite à comprendre pour mieux apprendre, parce que sinon c'est compliqué de tout retenir. Donc vraiment visualisez sur vous et vous verrez que c'est pas si compliqué. Donc cette fois-ci, elle a deux phases, donc face costale qui est la face antérieure, la face dorsolatérale qui est la face postérieure. Elle a trois bords, trois angles, donc un bord latéral qui est axillaire, le bord médial spinal, donc latéral c'est vers l'extérieur, médial c'est vers l'intérieur, et le bord supérieur, donc vous pouvez voir qu'elle a une forme triangulaire, donc c'est facile de deviner quel bord est quel bord. Et trois angles, pareil, donc latéral vers l'extérieur, l'angle supérieur et l'angle inférieur. Donc on va commencer par la face costale, qui est, je le rappelle, la face antérieure. Elle est concave en avant. Elle forme la fosse subscapulaire, donc c'est le numéro 1 sur le schéma. Elle présente des crêtes d'insertion du muscle subscapulaire. Et à l'extrémité latérale, on voit qu'elle est doublée par le pilier de la scapula. Donc ensuite, on a la face dorsolatérale, donc la face postérieure, qui est divisée en deux parties à l'union de son quart supérieur et de ses trois quarts inférieurs. Donc tous les petits détails avec les chiffres, je vous invite à bien les connaître parce que c'est des détails qui tombent souvent avec des petits pièges pas très gentils. Ensuite, on a donc elle est divisée par l'épine scapulaire qui la sépare en deux fosses, la fosse supra-épineuse et la fosse infra-épineuse, donc niveau du quart supérieur et les trois quarts inférieurs. L'épine scapulaire, elle est prolongée vers l'extérieur par l'acromion, qui est une lame osseuse aplatie. Et cet acromion présente deux faces, supérieure et inférieure, et deux bords, latéral et médial. Et le bord médial présente une surface articulaire, donc c'est le 5 sur le schéma, qui est destiné à accueillir la clavicule. Enfin, elle va s'articuler avec la clavicule. Donc c'était l'extrémité acromiale de la clavicule qui va s'articuler avec le petit numéro 5. Donc les bords, on a le bord latéral axillaire vers l'extérieur qui est doublé par le pilier et qui se termine en haut par le tubercule infraglénoïdal. Donc là, attention, c'est le tubercule infraglénoïdal et pas le supra. Donc ça, il faut vraiment l'apprendre avec le schéma parce que sinon, vous n'allez pas réussir à apprendre sur le long terme. Mais si vous visualisez, vous verrez que c'est pas compliqué. Le bord médial, on l'avait vu tout à l'heure, il est marqué par un angle qui est très ouvert en dehors. Donc là, encore une fois, il y a plein de pièges avec en dedans, le en dehors, donc visualisez. Et son sommet, c'est l'extrémité médiale de l'épine qu'on avait vu tout à l'heure. Et le bord supérieur qui se termine en dehors par l'incisure scapulaire. Et donc les angles, il y a l'angle latéral. Au niveau de l'angle latéral, cet angle, il porte la cavité glénoïdale qui va s'articuler avec la tête de l'humérus, qui est donc recouvert de cartilage hyalin pour s'articuler avec, quoi. Elle regarde en dehors, en avant et en haut. Donc ça, vous verrez que la tête tumérale, elle a aussi une orientation. Les deux orientations, elles sont faites pour s'emboîter. Donc quand vous arrivez à en apprendre une, forcément par logique, vous devinez l'autre. Cet angle, il présente le tubercule supraglénoïdal ainsi que le processus coracoïde qui a deux segments. Un segment vertical qui est oblique en avant et en haut, et horizontal, oblique en bas et en dehors. Donc vous verrez que ce processus, il a la forme d'un doigt demi-fléchi. Donc représentez-vous ça schématiquement et encore une fois, vous allez mieux comprendre, mieux apprendre. Donc maintenant, on va passer à l'humérus, qui est l'unique os du bras. Donc attention, c'est du bras et il n'y a qu'un os dans le bras. C'est un os long et bilatéral et il présente à décrire une diaphyse et deux épiphyses. Donc la diaphyse, elle présente trois faces et trois bords.
Donc, vous pouvez le voir sur le schéma. Donc, à gauche, c'est la face, enfin, c'est la vue antérieure. À droite, c'est une vue postérieure. Donc, sur la vue antérieure, on voit deux faces. La face antérolatérale, qui présente la tubérosité deltoïdienne dans laquelle ce muscle va s'insérer. La face antéromédiale, donc médiale, encore une fois, c'est vers l'intérieur, latérale, c'est vers l'extérieur. Donc, médiale, elle présente la partie inférieure du sillon intertuberculaire et le trou nourricier. Et la face postérieure, qu'on voit donc sur le schéma à droite, qui présente le sillon du nerf radial, oblique en bas et en dehors. Donc, le sillon du nerf radial, c'est le numéro 5 sur le schéma. Vous voyez bien qu'il se dirige en bas et vers le dehors. Donc, voilà, enfin, c'est pas compliqué. Et trois bords, antérieur, latéral et médial. Donc ensuite, on a l'épiphyse proximale. Donc proximale, c'est la plus proche de la ceinture scapulaire, donc celle qui est en haut. Elle présente trois saillies. Donc on a une saillie articulaire qui est la tête humérale. La tête humérale, c'est une sphère, c'est le tiers d'une sphère d'environ 30 mm de rayon et pas de diamètre, ça tombe souvent en QCM aussi. Donc, cette tête humérale, c'était elle qui s'articulait avec la scapula. Donc, vous voyez bien qu'elle regarde en haut, en dedans et en arrière. Elle présente deux angles, un angle d'inclinaison de 130 degrés et un angle de déclinaison de 20 degrés. Donc, l'angle d'inclinaison, il se voit sur le schéma. Donc, c'est l'angle qu'on voit entre le 8 et le 9. Ensuite, il y a deux saillies non articulaires, sont les tubercules majeurs et mineurs. Et ces deux tubercules sont séparés par le sillon intertuberculaire qui est parcouru par le chef long du muscle biceps brachial. Donc, tous ces muscles, il faudra bien les apprendre parce que ça tombe. Je crois pas qu'on vous en mettra dans les QCM, mais apprenez-les quand même parce que c'est compliqué comme ça, mais ça tombe, donc c'est important. Et donc maintenant, on passe à l'épiphyse distale, donc la moins proche, celle qui est à distance. Elle présente donc trois parties. Elle présente une partie articulaire qui est divisée en trois parties. Donc en dedans, on voit la trochlée. Donc regardez sur le schéma, ça va vous permettre de mieux comprendre ce que je veux dire. Donc la trochlée, c'est une poulie qui accomplit les trois quarts d'un cercle. Elle présente une gorge oblique en bas et en dedans qui sépare donc deux joues. Et cette trochlée, elle va s'articuler avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Donc, c'est un des deux os de l'avant-bras. Et en dehors, elle présente le capitulum. Donc, cette fois-ci, c'est une saillie semi-sphérique qui est seulement antérieure. Vous pouvez voir sur le schéma de droite qui présente une vue postérieure qu'on ne voit pas, ce capitulum. Donc, elle est bien antérieure. Et elle va s'articuler avec la fovea radiale, donc du radius. Et entre ces deux portions, on voit la zone capitulotrochléenne qui, elle, s'articule avec le biseau de la tête radiale. Donc, une portion articulaire en trois parties, et voilà. Et donc là, je vous ai mis, il y a trois fosses que vous pouvez voir sur le schéma précédent. Donc, je vous ai mis ce petit tableau parce que c'est un peu chiant à apprendre. Donc, il y a la fosse coronoïdienne et la fosse oléocrânienne. Donc, ces deux fosses, elles sont vers la trochlée. Donc, il y a la fosse, regardez sur le schéma, donc 23. Parce que là, la légende est un peu coupée, donc je vais juste vous rajouter ce que c'est. La 23, donc c'est la fosse radiale, donc du schéma de gauche. La 9, c'est la fosse coronoïdienne. Et au niveau de la 12 du schéma de droite, cette fois-ci, c'est la fosse oléocrânienne. Donc, ces fosses, elles vont recevoir Donc, par exemple, il y a la fosse coronoïdienne lors de la flexion qui reçoit le bec du processus coronoïde de l'ulna. Ensuite, on a la fosse oléocrânienne lors de l'extension qui reçoit le bec de l'oléocrâne. Donc, c'est des parties qu'on va voir après avec les deux os de l'avant-bras.
C'est pour ça que vous comprenez peut-être pas les parties que je suis en train de vous dire, mais après ça va vous éclairer. Et il y a la fosse radiale qui, lors de la flexion, reçoit le bord antérieur de la circonférence articulaire radiale. Donc faites attention, il y a des pièges entre flexion et extension à chaque fois, donc retenez bien quand est-ce que c'est la flexion, quand est-ce que c'est l'extension. Et ensuite, les deux saillies non articulaires. Donc, on a l'épicondyle médial, donc médial vers le milieu, en dedans de la trochlée, qui présente le sillon du nerf ulnaire. Donc, on voit sur la face postérieure du schéma à droite, donc c'est le 14, et l'épicondyle latéral, donc vers l'extérieur. Donc maintenant, on va passer au radius. Donc le radius, c'est un des deux os de l'avant-bras. C'est un os long bilatéral qui est plus court que l'ulna. Il est articulé avec l'ulna à ses deux extrémités, donc proximale et distale. C'est le plus latéral des deux os de l'avant-bras, donc c'est celui qui est situé le plus vers l'extérieur et présente à décrire une diaphyse et deux épiphyses, donc comme pour l'humérus. Le radius présente des courbures qui permettent les mouvements de supination et de pronation. Donc ça, je vous invite à aller voir des schémas de ces mouvements parce que ça va vous aider à bien comprendre. Donc, on va d'abord parler de sa diaphyse. La diaphyse, elle porte la courbure pronatrice. Le sommet de cette courbure, c'est l'insertion du muscle rond pronateur. La diaphyse, elle présente donc trois faces, antérieure, postérieure et latérale. Donc, elles sont schématisées avec le petit schéma. On a la face antérieure qui est le numéro 5. On a la face postérieure et la face latérale qu'on visualise bien sur le schéma à droite. Donc, je vous invite à toujours bien visualiser en anatomie. C'est ça qui va vraiment vous permettre de bien apprendre. Ensuite, on a donc trois bords. Le bord antérieur qui souligne encore une fois la courbure pronatrice, donc qu'on vient d'en parler. Le bord postérieur et le bord interosseux. Donc trois faces, trois bords. Apprenez bien toutes les faces, tous les bords et tout ça. Ensuite, on a l'épiphyse proximale. Donc cette épiphyse, elle comprend la tête, le col et la tubérosité du radius. La tête, elle présente une face supérieure, la fovea radiale, qui va s'articuler avec le capitulum de l'humérus qu'on a déjà vu tout à l'heure. La circonférence articulaire qui s'articule avec l'incisure radiale de l'ulna. Et le rebord médial qui est en contact avec la zone capitulo-trochléenne de l'humérus qu'on avait également vu tout à l'heure. Donc ensuite, on a le col, donc c'est le numéro 10. Et la tubérosité du radius, c'est le numéro 11. Elle s'insère, dans cette tubérosité s'insère le muscle biceps brachial et elle représente le sommet de la courbure supinatrice cette fois-ci. Donc, encore une fois, c'est très important de savoir qui s'articule avec quoi. Et ça tombe souvent et ça va aussi vous permettre de faire des liens logiques entre tous les os. Et ensuite, on a l'épiphyse distale qui est volumineuse, qui est quadrangulaire. Elle se prolonge en bas et en dehors par le processus styloïde et elle présente 5 faces. Donc, il y a la face antérieure, la face postérieure, la face médiale qui présente l'incisure ulnaire du radius qui va s'articuler avec l'ulna. La face latérale qui présente le processus styloïde radial. Et inférieure, donc la face inférieure, elle va s'articuler avec le carpe, qui est une des parties de la main. Donc là, on va passer à l'ulna, qui est encore une fois un os long bilatéral. L'ulna dépasse le radius en haut et c'est l'os médial de l'avant-bras, donc vers l'intérieur. Et elle présente également à décrire une diaphyse et deux épiphyses. Donc la diaphyse, elle présente deux courbures. Elle présente une courbure dans le plan sagittal. Donc normalement, les plans, vous les avez déjà vus dans le cours précédent. Donc vous devez savoir quel plan et quel plan. Ça va vous permettre de mieux apprendre encore une fois. Donc dans le plan sagittal, elle est concave en avant. Et dans le plan frontal, elle a la forme d'un S italique. Donc cette diaphyse, elle présente trois faces.
antérieur, postérieur et médial. 3 bords, antérieur, interosseux et postérieur. L'épiphyse proximale, on va commencer par celle-ci. Elle est constituée de 2 processus. Le premier processus, ça va être l'oléocrâne. L'oléocrâne, il est postérieur et vertical. Il a une face postérieure qui est sous-cutanée, donc santé, enfin c'est ce qu'on appelle le coude. En réalité, c'est l'oléocrâne. Il a une face antérieure et une face supérieure qui est prolongée par le bec. Là, ça a l'air d'être du chinois, mais regardez les schémas et c'est pas compliqué. Ensuite, il y a le processus coronoïde qui est antérieur et horizontal. Donc les deux, vous voyez bien qu'ils n'ont pas du tout la même orientation. Le processus coronoïde, il présente un sommet antérieur qui est le bec, une face supérieure, une face antérieure qui présente la tubérosité ulnaire et une face latérale avec l'incisure radiale. L'incisure trochléaire, donc qui permet d'accueillir la trochlée de l'humérus, est formée par la face antérieure de l'oléocrâne et la face supérieure du processus coronoïde. Donc, regardez le schéma et vous verrez bien que c'est lucide. Et ensuite, il y a l'épiphyse distale qui présente 2 saillies. Donc, il y a la tête de l'ulna, qui est le numéro 12 sur le schéma, qui présente 2 versants recouverts de cartilage hyalin. On a d'abord le versant latéral qui s'articule avec l'incisure ulnaire du radius et son versant inférieur qui répond au disque articulaire de l'articulation radiocarpienne. Donc, ça va permettre de s'articuler avec le carpe, en gros. Et le processus styloïde qui est le numéro 13 sur ce schéma. Et ensuite, on va passer au squelette de la main. Donc, c'est un squelette, enfin, c'est assez facile. Il y a 3 ensembles. On a d'abord le carpe, ensuite le métacarpe et ensuite les phalanges. Faut faire attention au piège entre carpe et tarse. Donc là, il y a un petit moyen mémotechnique pour pas confondre. Et faut vraiment être très attentif en QCM parce que c'est un truc, même si tu le sais, tu peux vachement tomber dedans parce que quand tu lis vite, etc., on tombe facilement dans ce piège. Donc faites attention, c'est un point qui est cadeau et si vous le perdez, ça va vous faire un peu chier, quoi. Donc, le carpe, il est concave vers l'avant. Il est composé de 8 os qui sont disposés en 2 rangées. On a d'abord la rangée proximale, donc c'est la rangée supérieure qui est composée donc de 4 os, le scaphoïde, le lunatum, le trichetum et le pisiforme. Et une rangée distale qui est composée encore une fois de 4 os, le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'amatum. Et il y a le moyen mémotechnique pour que vous vous souveniez des os, de leur ordre. Donc, c'est plus sympa que d'apprendre tous les os bêtement. Leur agencement va former une gouttière à concavité antérieure. C'est la gouttière antérieure du carpe. Et cette gouttière, elle va être fermée en avant par le rétinaculum défléchisseur qui forme un canal carpien ostéofibreux qui est inextensible. Ensuite, on va avoir le métacarpe. C'est en fait le squelette de la paume de la main. Donc, vous vous doutez bien que vous avez 5 métacarpiens. Chaque métacarpien est composé d'une diaphyse, d'une extrémité proximale qui correspond à leur base et d'une extrémité distale qui correspond à leur tête. Et ensuite, on a des phalanges. Donc, ce sont les segments osseux des doigts. Donc, chaque doigt porte 3 phalanges. Donc, quand vous pliez vos doigts, vous voyez bien que vous avez 3 phalanges pour chaque doigt, sauf pour le pouce. Le pouce, il n'y en a que 2. Donc là, on a fini avec le squelette du membre thoracique et on va passer au squelette du membre pelvien. Donc, c'était pour savoir si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais aller voir. Et du coup, oui, il faut connaître toutes les planches. En anal, avant, il y avait quasiment que des planches. Maintenant, il y a aussi
Il y a aussi vachement de questions avec seulement du texte, mais connaissez vraiment toutes les planches de toute façon. Enfin, en apprenant les planches, vous allez réussir à mieux apprendre le cours. Donc voilà. Et à force de voir le cours, vous allez forcément connaître toutes les planches par cœur. Combien de planches? Enfin, en anatomie, en tout, il y a plus de 120 planches. Enfin, là, je vous ai juste. Il y en a 134 à la fin, mais bah, là, du coup, vous avez seulement celles qu'on a vues. Donc, il y en a quoi, une vingtaine, trentaine? Je pense qu'il y en a une trentaine. Oui, il y en a une 30. Oui, il y en a 30. Et bah, du coup, je vais vous laisser avec Amandine et vous allez voir le membre pelvien. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. Bon, bah du coup, rebonjour à tous. Voilà. Si jamais vous avez des questions en même temps que je parle, enfin, vous n'hésitez pas au pire à me couper parce que je pense que, enfin, vous devez pas forcément tout comprendre. En plus, on vous balance plein de noms d'un coup. Donc voilà. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas. Alors du coup, on va commencer par quelques généralités. Donc le squelette du membre pelvien, donc il y a 4 segments. Il y a d'abord celui de la ceinture pelvienne. Donc comparé au squelette thoracique, la ceinture pelvienne, elle est composée d'un seul os, c'est l'os coxal. Donc déjà, ça sera plus simple. Ensuite, il y a la partie de la cuisse, c'est le fémur. Donc là, il faut faire attention parce que, enfin, moi, je sais que ça, je ne le savais pas, par exemple. En langage courant, pour nous, la jambe, enfin, c'est tout. Enfin, ça comprend vraiment, ça va du pied jusqu'à la hanche, quoi. Alors qu'en fait, là, vous allez voir qu'il faut faire vraiment attention. On sépare bien la cuisse et la jambe, c'est pas du tout la même chose. Donc la cuisse est composée que du fémur, alors que la jambe, il y a le tibia qui est situé en dedans et la fibula qui est située en dehors. Ensuite, il y a le squelette du pied. Donc, comme celui de la main, il est composé du tarse, du métatarse et de phalanges. Donc là, pareil, comme Flore vous l'a dit juste avant, il faut faire attention au piège tarse et carpe parce que bah, c'est très courant et on tombe très souvent dans le piège, même si on le sait. Alors, on va détailler plus l'os coxal. Donc, c'est un os qui est plat et c'est un os pair. Il faut faire attention parce que c'est un os qui est asymétrique. Il a 4 bords, 2 faces et 4 angles. Les 4 angles, donc je vous les ai détaillés, mais ça sera plus facile à voir quand il y aura le schéma sur la diapo suivante. C'est un os qui est composé de 3 ébauches embryologiques, l'ilium, le pubis et l'ischium. Cet os, il a une forme en sablier chantourné sur son axe vertical. Donc en fait, il est un peu, quand on le regarde, il a une forme de sablier. Et il a 3 parties, une partie supérieure, une partie moyenne et une partie inférieure. Donc la partie supérieure, elle est large, d'autant plus large du coup chez la femme. C'est ce qu'on peut ressentir avec la crête iliaque qu'on verra plus tard. Et elle est dirigée en avant et en dehors. La partie moyenne, c'est la partie qui va pouvoir recevoir la tête du fémur. Et la partie inférieure, donc là, attention, comparée à celle supérieure, elle est dirigée en dedans et non en dehors. Alors, le bord supérieur, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la crête iliaque. Donc, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on sent quand on touche notre bassin. Donc, c'est pour ça qu'elle est palpable. Elle est convexe, donc vers le haut. En vue supérieure, on peut voir qu'elle a une forme un peu en S italique. Elle s'étend donc de l'épine iliaque antéro-supérieure, c'est le petit numéro 1 sur le schéma, jusqu'à l'épine iliaque postéro-supérieure qui est le numéro 13. Et elle présente le tubercule glutéal, c'est le 10, qu'on peut aussi appeler le tubercule des muscles fessiers, parce qu'en fait, glutéal, ça veut dire fessier. Voilà. Après, donc on a le bord antérieur que je vous ai mis sur la même diapositive que le bord supérieur, parce que le bord inférieur, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Donc là, j'ai essayé de vous mettre un petit peu comment on appelle ça, les flèches, les légendes, voilà, merci, en rapport avec le schéma. Donc on retrouve l'épine iliaque antéro-supérieure qui est palpable.
Ensuite, on a l'échancrure innominée, puis l'épine iliaque antéro-inférieure cette fois-ci. Ensuite, on va avoir l'échancrure du muscle iliopsoas, éminence iliopubienne, on va avoir le pecten du pubis, le tubercule pubien et l'angle du pubis. Donc là, ça fait vraiment beaucoup d'informations d'un coup. Vous verrez lors du cours, moi je sais que cet os, en premier abord, je l'aimais pas du tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de légendes. Mais en fait, vous allez voir qu'une fois que enfin, vous aurez bien dégrossi, finalement, il n'y a pas grand-chose de très compliqué. Voilà, le bord en fait le plus compliqué, c'est le bord antérieur. Donc là, avec les légendes, on voit bien, tout à l'heure, je vous ai dit que l'os, il était composé de 3 parties. Donc, on voit bien que la partie d'en haut, ça correspond à l'ilium, en fait, parce que bah, on parle d'épine iliaque, de muscle iliopsoas. Ensuite, au niveau de l'éminence iliopubienne, c'est ça qui fait en fait la transition entre l'iliaque et le pubis. Ensuite, on voit qu'on est dans le pubis et en fait, vous verrez dans le bord postérieur que on parle d'ischium. Voilà, donc ça correspond aux 3 ébauches embryologiques de cet os. Ensuite, donc le bord postérieur justement. Donc, il va présenter l'épine iliaque postéro-supérieure, le numéro 13, l'épine iliaque postéro-inférieure, le numéro 15. Entre ces deux épines, il y a l'échancrure interépineuse. Donc, jusque-là, pas trop compliqué à retenir. Il n'y a pas trop de noms qui sortent de nulle part. Ensuite, il y a la grande échancrure ischiatique. Donc, petite référence pour l'ischium. L'épine sciatique. Donc, l'épine sciatique, c'est le 17 sur le schéma. Donc, élément important à retenir, c'est que c'est le repère du col utérin et du cap anal. Voilà. Après, il y a la petite échancrure ischiatique et la tubérosité ischiatique, pardon. Donc, c'est la partie qui repose en fait sur le sol ou sur la chaise quand on s'assoit. Ensuite, donc la face latérale, qu'on appelle aussi la face glutéale. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, glutéale égale fessier. Donc, on va voir que le 11 et le 12 sur le schéma, donc ça correspond aux lignes glutéales antérieures et postérieures. Ensuite, le 23, c'est le sillon supra-acétabulaire. Et en dessous, on a l'acétabulum. Donc, en fait, ça correspond au nom cotyle. Il est composé du 24 et du 25. Donc, le 24, c'est la surface semi-lunaire et le 25, c'est la fosse acétabulaire. Donc là, on verra plus tard quand je vous détaillerai l'acétabulum. Mais il faudra faire attention parce que ça peut porter à confusion, mais il n'y a qu'une seule de ces deux parties qui est articulaire et qui va pouvoir recevoir la tête du fémur. On le verra plus tard. Ensuite, le 22, encore en dessous, c'est le foramen obturé. Donc c'est là où se projette la vessie. Et petit détail, mais qui me semble assez important, c'est qu'au niveau des fractures justement du foramen obturé, on peut retrouver en fait du sang dans les urines vu qu'en fait bah, il se projette avec la vessie. Donc voilà, et le sang dans les urines, c'est ce qu'on appelle les hématuries. Ensuite, donc du coup, on va détailler plus l'acétabulum, pardon. Donc, on a vu que il va y aller avoir donc deux faces, enfin deux parties, pardon. La partie périphérique, donc elle a une forme un peu en croissance, ce qu'on appelle la surface semi-lunaire. Elle est ouverte vers le bas. Et ça, du coup, c'est la surface qui est articulaire, donc elle va avoir du cartilage hyalin. Et c'est celle-là qui va être articulée avec la tête fémorale. Et ensuite, la partie centrale, donc c'est la fosse de l'acétabulum. Et par contre, cette partie, elle n'est pas du tout articulaire et donc elle est dépourvue de cartilage. Et du coup, bah, c'est ce que je vous disais, il faut faire attention parce qu'on aurait plus tendance à croire que c'est la partie centrale qui va accueillir la tête fémorale vu que la même forme. Du coup, voilà, il faut faire attention. Cette partie, elle regarde en avant, en bas et en dehors. Et c'est une cavité du coup qui est sphéroïde. Les fractures donc au niveau de l'acétabulum sont articulaires du coup.
Et en général, quand on a des fractures à ce niveau, c'est qu'on a eu quand même un impact assez violent. Ensuite, du coup, le foramen obturé. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure qui est en rapport avec la vessie. Donc, il est délimité en haut par l'acétabulum, en arrière par l'ischio et en avant par le pubis. Son bord supérieur, il va prolonger en dedans le bord inférieur du col fémoral et il va dessiner un angle qu'on appelle le cintre cervico-obturateur. Donc, ça correspond au petit schéma qui est juste au-dessus. La rupture de ce cintre, elle peut témoigner de deux choses différentes, soit une luxation de la hanche, soit une fracture au niveau du col anatomique du fémur. Ensuite, la face médiale. Donc cette face, elle est divisée en deux par la ligne arquée de l'ilium. Il faut faire attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de pièges là-dessus. C'est bien la ligne arquée de l'ilium et pas la ligne arquée de l'ischium. Je sais que je tombais plusieurs fois dans le piège et que c'est un piège qui est assez courant. Donc, il faut faire bien attention, bien apprendre justement les ébauches embryologiques de cet os. En avant de cette ligne, on a ce qu'on appelle la fosse iliaque. C'est le numéro donc 29 sur le schéma. Et en arrière de cette ligne, on a une surface auriculaire, le numéro 26. C'est la surface qui va s'articuler avec le sacrum. En arrière de cette surface auriculaire, on va retrouver la tubérosité iliaque, le numéro 31. Ensuite, on va passer au fémur. Donc, c'est des os qui sont moins complexes quand même que l'os coxal. Donc, le fémur, c'est un os qui est long et bilatéral. Donc, du coup, si c'est un os long, il va présenter une diaphyse et deux épiphyses. Sur le plan frontal, donc normalement, le plan frontal, plan sagittal, vous l'avez vu dans le premier cours d'anatomie la semaine dernière. Donc, si on regarde le fémur dans le plan frontal, on va voir qu'il est oblique en bas et en dedans. Donc, cette orientation va être plus accentuée chez la femme, vu qu'elle a un bassin plus large. Et dans le plan sagittal, si on regarde le fémur, il va être concave en arrière. Le fémur, il est articulé avec l'os coxal en haut, en partie proximale, et avec le tibia en partie distale. Ensuite, donc sa diaphyse. Sa diaphyse, elle est triangulaire à la coupe, donc elle va présenter trois faces. Une face antérieure, une face postéro-latérale et une face postéro-médiale. Elle va aussi présenter trois bords, un bord latéral, un bord médial et un bord postérieur. Donc la particularité du bord postérieur, c'est qu'elle va présenter, une ligne âpre qui trifurque en haut et qui va bifurquer vers le bas. Attention, ça aussi, ça peut être piège fréquent en QCM parce que c'est très facile d'inverser trifurque et bifurque. Proximale, donc rappel, oui, c'est la partie la plus proche de la ceinture et distale, c'est celle qui correspond à la partie la plus éloignée. Ensuite, donc l'extrémité proximale, donc elle est composée de la tête fémorale. Donc là, attention, c'est 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon, articulée donc avec la surface semi-lunaire de l'os coxal. Attention parce que là, c'est bien 2/3 d'une sphère de 25 mm de rayon comparé à la tête humérale. Et là, c'était 30 mm de rayon et 1/3 de sphère. Donc ça, c'est des pièges méchants, mais ça tombe très très souvent. Attention du coup à ne pas inverser les deux. Cette tête fémorale, donc dans son cadran postéro-inférieur, donc en fait, tout simplement, ça veut dire que si vous coupez la tête fémorale en 4 parties et que vous prenez juste la partie postéro-inférieure, on va voir qu'il y a une petite fossette, c'est la fossette du ligament rond qui apporte une artériole nourricière. Ensuite, en dessous, le numéro 2 sur le schéma, ça correspond au col anatomique du fémur. Il est oblique en haut, en dedans et en avant pour s'articuler du coup, enfin pour amener la tête fémorale bien comme il faut sur la surface semi-lunaire, pour bien qu'elle s'articule avec l'os coxal. Donc elle forme une gouttière en arrière qui vont loger le muscle obturateur externe. Ensuite, en dehors, ce col est limité par la ligne
intertrochantérique oui, par la ligne intertrochantérique en avant, pardon, donc qui correspond au 3 sur le schéma. Et par contre, en arrière, donc cette même ligne n'a plus le même nom, ça correspond à la crête intertrochantérique. Donc attention, ça aussi, piège bête et méchant. Mais en avant, c'est bien la ligne et en arrière, c'est la crête qui correspond donc au 4 sur le schéma. Ensuite, le grand trochanter, qui est le numéro 13 sur le schéma, qui correspond à une saillie apophysaire. Et le petit trochanter, qui correspond au numéro 5 sur le schéma, qui a la forme d'une pyramide dirigée en arrière et en dedans. Ensuite, donc les angles de l'extrémité proximale. Il y a un angle d'inclinaison. Donc, quand on parle d'angle d'inclinaison, c'est l'angle qui est formé par l'axe de la diaphyse et l'axe en fait de la tête, du col anatomique, pardon. Et ensuite, il va y avoir un angle d'antéversion, voilà, qui est ouvert en avant et en dedans, qui est un angle de 15 degrés. Ensuite, la structure osseuse, donc elle est formée d'os spongieux, orientés par des travées selon des lignes de force. Donc voilà, c'est tout ce qui correspond aux lignes sur le schéma. Il y a 2 points de faiblesse, c'est les 2 petites croix sur le schéma à la base du col anatomique. Et ensuite, info aussi importante, c'est que 4/5 de la vascularisation de la tête donc du fémur dépend d'artères à destinée cervicale. Donc c'est pour ça que quand on a des fractures au niveau cervical, c'est compliqué de pouvoir sauver la tête du fémur parce que si on n'a plus les artères, ben, ça va être compliqué d'alimenter la tête. Ensuite, le niveau de l'extrémité distale. Donc, elle va présenter 2 condyles. C'est le numéro 10 et 11 sur le schéma. Donc ça, ce sont des saillies articulaires qui vont s'articuler avec le tibia. Attention, ici, le schéma est trompeur. Le condyle médial, donc le numéro 11, est plus long et moins large que celui latéral, le numéro 12, alors que sur le schéma, ça montre clairement l'inverse, en fait. Donc ça aussi, attention. Ensuite, il va y avoir la trochlée. Donc la trochlée, par contre, elle est sur la face antérieure. Elle prolonge donc les condyles en avant. Elle présente 2 joues qui sont séparées par une gorge et elle s'articule avec la patella, qu'on verra sur le schéma précédent, enfin suivant. Ensuite, il y a la fosse intercondylaire, le numéro 12, sur la vue postérieure. Et cette fosse, elle va contenir les ligaments croisés du genou. Ensuite, donc la patella, qui correspond en fait à la rotule. C'est un os sésamoïde qui est contenu dans un puissant appareil ligamentaire, sauf au niveau de sa face postérieure, puisque sa face postérieure est articulaire du coup avec la trochlée du fémur. Oui, donc voilà, donc elle se situe en avant de la trochlée fémorale. Elle a un apex qui est, attention, extra-articulaire. Elle a une base supérieure qui est triangulaire, un sommet postérieur. Voilà, après cet os, il y a vraiment, vous verrez, il n'est pas trop détaillé, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Voilà. Ensuite, donc le tibia, qui est l'os médial de la jambe, alors que l'os latéral correspond à la fibula. C'est un os long, donc pareil, 2 épiphyses et une diaphyse à présenter. Il est articulé en proximal avec le fémur, avec le tarse en distal, et la fibula qui s'articule avec les 2 extrémités du tibia. Son angle avec le fémur, c'est ce qu'on appelle le valgus physiologique, et c'est un angle de 175 degrés. Vous verrez que si cet angle il est inférieur à 175 degrés, donc c'est-à-dire que votre jambe elle est orientée vers le dehors, ça correspond au genu valgum. Et ensuite, si l'angle est supérieur à 175 degrés, donc si votre jambe est orientée plutôt vers le dedans, on parle de genu varum. Alors, la diaphyse, donc pareil, elle est triangulaire si on la coupe, donc elle a 3 faces. Elle a une face antéromédiale,
Donc cette face, elle est très mal vascularisée parce qu'elle est directement sous la peau. Donc on va avoir des risques d'ostéite. Ensuite, il y a la face antérolatérale qui tend à devenir antérieure en partie distale. Et ensuite, on a la face postérieure. Donc la face postérieure, on voit avec le numéro 10 qu'elle présente une ligne d'insertion pour le muscle soléaire. Et cette ligne, elle est oblique en bas et en dedans. La diaphyse présente 3 bords, un bord antérieur, un bord médial et un bord latéral. Donc le bord latéral qui correspond au bord interosseux. Alors l'épiphyse proximale, elle présente 2 surfaces glénoïdales qui correspondent aux numéros 1 et 2 sur le schéma. Elles sont articulaires et séparées par l'aire intercondiculaire, qui, comparé aux 2 surfaces glénoïdales, est sans cartilage. Donc, c'est pas celle-là qui va être articulée à proprement parler avec le fémur. Là aussi, attention, la surface glénoïdale latérale est plus arrondie et plus médiale et celle médiale est plus allongée. Donc ça aussi, piège bête, méchant, mais il faut bien apprendre ça. Le numéro 4 sur le schéma, c'est la tubérosité tibiale qui permet l'insertion du ligament patellaire. Ensuite, le numéro 15, c'est le tubercule de Gerdy qui permet l'insertion du tendon distal du muscle tenseur du fascia lata. C'est un nom un peu méchant là. Et ensuite, le numéro 9 sur le schéma. Donc là, par contre, ça correspond à la vue postérieure, attention, qui est orientée en bas, en arrière et en dedans pour accueillir donc la fibula. Ensuite, ça correspond à l'épiphyse distale. Donc, cette épiphyse, elle est aplatie d'avant en arrière. Sa face postérieure descend plus bas que sa face antérieure, même si ça ne se voit pas trop sur le schéma. La face latérale est articulaire avec la malléole fibulaire. La face médiale présente la malléole tibiale, qui est triangulaire à sommet inférieur et qui va être aplatie de dehors en dedans. Et la face inférieure va constituer le plafond de la mortaise tibio-fibulaire. Voilà. Ensuite, la fibula. Donc, c'est l'os latéral de la jambe, situé en dehors et en arrière du tibia. Attention, elle ne fait pas partie de l'articulation du genou. L'articulation du genou, c'est bien l'articulation qui se situe donc entre le fémur et le tibia. Donc ça, attention aussi, il y a souvent des pièges dessus. Donc la fibula ne fait vraiment pas partie de l'articulation du genou. C'est un os qui est grêle, rectiligne et vertical. Son extrémité distale descend plus bas que celle du tibia. Elle a 3 faces, une face latérale, médiale et postérieure, et 3 bords, antérieur, postérieur, et le bord interosseux qui est son bord donc médial, alors que le bord interosseux du tibia c'était celui latéral. Donc les extrémités de la fibula, à son extrémité proximale, donc on a le petit numéro 1, correspond à la tête ovoïde qui présente donc une surface articulaire avec le tibia. C'est le numéro 2 sur le schéma. Le numéro 1, c'est la surface articulaire avec le tibia. Le numéro 3, c'est le col qui va être en contact en dehors avec le nerf fibulaire commun. Donc c'est le petit numéro 4 sur le schéma d'à côté. Ensuite, l'extrémité distale va présenter la malléole latérale, donc correspond à la malléole fibulaire, vu que la fibula est l'os latéral de la jambe. Voilà, c'est le numéro 6 sur le schéma. Cette malléole fibulaire, elle va être plus longue, plus volumineuse et plus postérieure que celle tibiale. Et la fibula présente également sur sa face latérale la gouttière des muscles péronniers. Donc ça, c'est le numéro 8 sur le schéma. Ensuite, donc le pied. Donc le squelette du pied va être constitué d'arrière en avant
du tarse, donc qui correspond à la cheville. Donc il y a le tarse postérieur qui est formé du talus et du calcaneus. Donc le talus, c'est le numéro 12 qui va recevoir le poids du corps. Et le calcaneus, donc c'est le 13, c'est le seul os qui est directement en contact avec le sol. Ensuite, il y a le tarse antérieur. Donc en dedans, il va être formé de l'os naviculaire, c'est le 9, et de 3 os cunéiformes, donc c'est les os 6 à 8. Et en dehors, il va y avoir l'os cuboïde, c'est le numéro 10. Les deux tarses vont être séparés par l'articulation médio-tarsienne, qu'on appelle aussi l'articulation de Chopard. Ensuite, on a le métatarse. Le métatarse, il est composé donc de 5 os longs. Par exemple, sur le schéma, c'est les numéros 4 et 5, donc qui correspond au métatarse. Et ensuite, on a les phalanges, donc qui correspondent donc aux numéros 1, 2 et 3 sur le schéma. Donc là, pareil que pour la main, tous les doigts de pied sont constitués en fait de 3 phalanges, sauf le gros orteil, et qui correspond pareil au pouce. Le pouce n'a que 2 phalanges. Ensuite, pour le pied, donc le squelette du pied, il a quelques angles à décrire. Donc l'angle du calcaneus, qu'on appelle l'angle de Bowler. Donc cet angle forme 40 degrés. Et en fait, lors des fractures par effondrement, cet angle va se fermer. Et ensuite, on a les angles du talus. Donc, on a un angle d'inclinaison de 115 degrés et un angle de déclinaison de 150 degrés. Voilà, donc là, il faut faire attention parce que dans les os précédents, quand on parlait d'angle d'inclinaison, c'était l'angle en général qui était le plus grand, alors que là, c'est l'inverse, c'est l'angle le plus petit. Voilà, moi, je sais que c'est comme ça que je me souvenais en fait des différents angles du pied. Voilà. Donc là, on va aller voir s'il y a des questions avant de revenir sur les QCM, parce qu'on vous a fait quelques exemples. Ok, il s'explique tout seul là. Voilà. Du coup, faut apprendre les planches pour vendredi. Entre guillemets, plus vous les apprenez vite, vos planches, au mieux c'est, parce que c'est grâce à ça que vous allez vraiment comprendre l'anatomie, parce que si vous ouvrez juste le poli de texte et que vous essayez d'apprendre ça comme ça fait un peu peur. Enfin, même là, on vous parle de plein de noms, il y a plein de vocabulaire et vous pouvez pas savoir tout comme ça. Une méthode pour apprendre l'anatomie. L'anatomie, c'est très important, l'orientation des os. Donc, il faut vraiment que vous sachiez représenter les os sur vous, que vous arriviez à visualiser tout ça. Donc, je pense que si vous apprenez vos planches aussi le plus rapidement possible. Enfin, moi, par exemple, je sais, alors c'est peut-être un peu, je sais que je suis pas une pro de la présentation, tout ça, mais je sais que moi, par exemple, à chaque fois qu'on voyait un cours d'anatomie, en fait, tout ce qui était sur le poly de texte et qui n'était pas représenté sur le poly de schéma, en fait, j'écrivais tout, j'annotais tous mes schémas. Et en fait, ce qui faisait qu'après, j'avais toutes les informations sur le même poly. Et du coup, en fait, à la fin, je n'ouvrais plus du tout le poly de texte, quoi. Donc après, il faudra vraiment voir comment vous sentez et si vous êtes plus visuel ou tout ça. Mais moi, je sais que d'avoir tout sur le même schéma et de pas aller chercher un coup le cours sur le texte, un coup le cours sur le schéma, moi, c'est ça que je préférais. Après, je vais vous passer Flore, peut-être qu'elle aura une méthode aussi différente. Mais enfin, voilà. Et le tarse a plusieurs os, comme le carpe. Oui, en fait, donc le carpe, vous avez vu qu'il avait 8 os. Et le tarse, il y a 2 os dans le tarse postérieur. Et il va y avoir donc 3 cunéiformes, l'os cuboïde et l'os naviculaire. Donc ça en fait combien ça? Ça en fait 5 pour le tarse antérieur. Voilà. Donc en tout, il y en a 7, quoi, des os.
Vous pouvez, oui, utiliser le Nether pour bien visualiser. Après, je pense que, enfin moi je sais que je l'ai jamais fait. Les schémas du poly me convenaient largement et je pense que, enfin c'est quand même assez parlant, assez représentatif. Il y a peut-être pas besoin de vous donner trop d'informations non plus. Après, voilà, si toi tu es vraiment très visuel et que tu préfères utiliser, disons, genre des schémas qui sont plus complets, entre guillemets, c'est voilà, tu verras, enfin, c'est comme bon te semble et tu peux essayer, hein, et après tu verras bien aussi en fonction des cours comment ça avance. Mais bon, après, moi personnellement, je l'ai jamais fait. Les schémas du poly me convenaient très bien. Et voilà. Donc après, faudra voir, tu peux essayer et tu verras. Mais je pense qu'il y a un peu beaucoup d'informations qui sont peut-être pas forcément utiles. Donc voilà. Du coup, moi, je l'avais trouvé, le Nether PDF gratuit. Donc, tu peux le trouver, mais après, il faut chercher, quoi. Mais oui, ça se trouve. Mais franchement, je trouve pas que ce soit très utile non plus. Je trouve qu'ils sont trop compliqués. Genre, là, vous rentrez juste en passe. Enfin, vous n'êtes pas encore familiarisé avec l'anatomie et ça va juste vous compliquer la vie. Enfin, je pense. Enfin, c'est vrai que le poly qu'on va vous donner à la fac, il y a vraiment tout. Enfin, en UE5, en tout cas, il y a vraiment tous les légendes à savoir. Enfin, elles y sont. Donc, pour les yeux de spécialité 11 et 12, là, ça va vous être utile. Enfin, moi, c'est pour ces matières-là que je m'en suis beaucoup servi. Mais autant pour l'anatomie UE5 basique, enfin, juste, ça va vous perdre. Le lien, je sais pas si je l'ai encore. Je sais pas, mais enfin tape et je l'avais trouvé comme ça, donc c'est pas hyper compliqué à trouver. Et du coup, moi, pour ma méthode de travail, d'abord, je sais que j'apprenais d'abord mes schémas, enfin surtout pour la première vision, parce que, enfin là, vous avez dû voir qu'il y avait plein de noms qui vous parlent pas du tout. Enfin, surtout que vous êtes tous en passe normalement, donc vous avez jamais vu l'anatomie. C'est pas comme si vous étiez des doublants. Donc, enfin, c'est compliqué. Genre même le nom des os, là, calcanéus et tout ça. Enfin, c'est compliqué et du coup enfin moi d'abord j'apprenais toutes mes légendes et une fois que j'avais appris toutes mes légendes que j'arrivais à me visualiser l'os correctement etc je prenais mon cours et après enfin une fois que la première vision est faite normalement vous connaissez déjà vite fait vos schémas donc après je faisais les deux en même temps mais pour la première vision d'abord j'annotais mon schéma enfin je faisais aussi comme Amandine c'est-à-dire que j'ai rajouté beaucoup de choses sur mes schémas parce que enfin, je suis très visuelle, donc moi, ça m'aidait. Après, chacun a une technique différente, donc trouver la vôtre. Enfin, chacun, voilà, enfin, on est vraiment tous différents. Donc là, on vous a dit nos méthodes, mais c'est donc vous allez trouver une autre méthode et elle va parfaitement vous convenir. Donc voilà, et en plus l'anatomie, c'est des points qui sont quand même hyper faciles à avoir. Enfin, c'est pas difficile d'avoir une très bonne note au concours. Donc trouvez votre méthode et vous verrez que d'ici déjà quelques semaines, l'anatomie, ce sera plus facile. Surtout que je trouve que ces premiers cours là, c'est les plus chiants, les plus compliqués parce qu'il y a vraiment énormément de détails. Et c'est vrai que c'est des tout petits détails et tout, alors qu'après, vous allez avoir l'anatomie du cœur, l'anatomie de l'appareil respiratoire, l'appareil digestif et tout ça, et c'est quand même plus intéressant. Enfin, moi, j'ai préféré l'anatomie après. Donc, n'ayez pas peur juste parce que là, vous avez fait trois cours. Enfin, les cours d'après sont quand même bien plus cool. Donc, voilà. Et là, si vous avez d'autres questions, posez-les. Mais, euh, mais on va passer comment dire, au QCM. On a fait deux petits QCM. Donc voilà, ça va être l'item pour les membres, enfin le membre thoracique. Ça charge, voilà. Du coup, on va vous laisser 1 minute 30 parce que c'est le temps que normalement vous avez pour un QCM. Donc allez-y, vous pouvez mettre ce que vous pensez en commentaire.
Du coup, le temps est écoulé. Je vais aller voir ce que vous avez répondu. Alors, vous êtes plein à avoir trouvé. Effectivement, c'est que la E. Donc, on va donner l'explication. La A, c'était faux. La ceinture scapulaire, elle n'est pas composée d'un seul os, mais de deux os. Donc, la scapula et la clavicule. Donc, il faut faire attention. Cette ceinture-là, il y a deux os, alors que l'autre ceinture, il n'y en a qu'un seul. La B, le squelette du bras est formé par le radius et par l'ulna, donc c'était faux. Encore une fois, attention entre le bras et l'avant-bras, piège facile, enfin, surtout dans le langage courant, on a tendance à parler du bras pour tout notre membre, donc c'est faux. C'est la face supérieure du corps de la clavicule est entièrement lisse, donc non, elle n'est pas entièrement lisse, elle est presque entièrement lisse, qui n'est pas pareil. Tous les détails comptent, enfin vraiment, là vous êtes dans une année où ça va se jouer aux détails et faut vraiment voir les moindres détails parce que c'est sur ça qu'il y aura des pièges où vous allez pouvoir vous différencier des autres en fait. Ensuite, la D, la clavicule présente une courbure médiale concave en avant et une courbure latérale convexe en avant. Donc là, j'ai inversé concave et convexe. Les pièges d'orientation, ça tombe tout le temps. Donc vraiment, moi, j'avais à côté de tous mes os, j'avais mis toutes leurs orientations. Après, ça vient tout seul, mais c'est vrai qu'au début, ça m'aidait. Donc, essayer de faire peut-être des fiches avec toutes les orientations et d'essayer de toutes les visualiser parce que c'est souvent logique, en fait, leur orientation. Et ensuite, la dernière question, la scapula s'étend de la 2e à la 8e côte, donc ça, c'était vrai. Maintenant, il y a un autre QCM, ça va être sur le membre pelvien. Donc, on va encore vous laisser 1 minute 30. Et voilà, dites votre réponse en commentaire. Bon, voilà, ça fait 1 minute 30. On va aller voir ce que vous avez répondu. Rien. On attend juste 2 secondes que vous dites votre réponse. Bon, bah, si personne répond en plus, on va faire la correction. Ah. Bon, du coup, on va passer à la correction. Alors, du coup, je crois qu'il n'y a personne qui a trouvé vraiment la bonne réponse. Donc, il n'y avait que la B qui était vraie. Donc, pour la question A, enfin pour l'item A, la partie articulaire de l'acétabulum est la fosse acétabulaire. Donc, c'est faux. C'est bien la surface semi-lunaire. Donc, comme je vous l'avais dit, il faut faire attention parce qu'on a tendance à penser que c'est la fosse acétabulaire parce que elle est ronde comme la tête en fait du fémur.
mais c'est bien la surface semi-lunaire qui est autour, qui est composée enfin, qui est recouverte de cartilage et qui va, elle, s'articuler avec la tête du fémur et non l'inverse. Donc ça, attention. Ensuite, l'item B, la fibula fait partie de l'articulation du genou. C'était le seul item qui était vrai. La fibula ne fait donc pas partie de l'articulation. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh non, c'est moi qui me suis complètement. J'ai inversé la correction. On va modifier. Petite erreur. Donc la fibula ne... Non, c'est pas tout l'inverse. Donc la fibula ne fait pas partie de l'articulation du genou. En effet, donc c'était bien un item faux. L'item A était bien faux aussi. La partie articulaire, donc c'est bien la surface semi-lunaire et pas la fosse acétabulaire. Le fémur appartient aux os, aux os de la jambe. C'est vrai, c'est même à l'os de la jambe, enfin, et l'os de la jambe, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi? L'angle d'inclinaison du talus mesure 150 degrés. C'est faux. L'angle d'inclinaison du talus mesure 115 degrés et pas 150. Et la E, non mais c'est pas grave, on changera après. Et la E, le tubercule de Gerdy permet l'insertion du ligament patellaire, c'est faux aussi. Donc en fait, je suis désolée, genre il n'y avait aucun item qui était vrai. En fait, je me suis piégée toute seule avec ma B. La B, c'était censé être la seule vraie et j'ai oublié ne fait pas partie de l'articulation du genou. Donc je suis désolée, effectivement, c'était très bizarre pour le QCM. Voilà. Donc finalement, il n'y a aucun item qui est vrai. Donc voilà. Donc normalement, en QCM, il y a minimum un item de vrai. Hein. Donc je suis vraiment désolée. Voilà. Donc c'est voilà, on vous a mis 2 exemples de QCM qui peuvent, qui pourraient tomber. Voilà. Donc attention en QCM à ne pas aller trop vite, à bien lire parce que voilà, le piège par exemple de la. Enfin, en QCM, je sais que c'est souvent qu'on lit ce qu'on a envie de voir. Par exemple, la fibula fait partie de l'articulation du genou. C'est souvent que si on lit vite et en plus avec le stress, tout ça, moi je sais que c'est souvent que dans ma tête, les mots ils se rajoutaient tout seuls et je mettais oui parce que pour moi c'était ne fait pas partie de l'articulation du genou, alors que c'était pas ce qu'il y avait écrit, mais voilà. C'est pour ça qu'il faut réussir à prendre son temps, à pas aller trop vite et voilà, essayer quand même de bien se relire. Et voilà, donc après, vendredi, normalement, en anat, vous aurez 10 questions sur ce cours. Et puis, voilà, si vous avez des questions, sinon, pour nous, c'est à peu près tout. Merci à vous et désolée pour tous ces petits problèmes techniques. Et bonne journée, bon courage et puis croyez en vous. Ouais.